Pendant que, eh bien, l'Afrique est en ébullition et que la révolution gagne du terrain sur le continent africain au sein des États dits francophones, eh bien, la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, elle, vit sur une autre planète, d'autant qu'elle célèbre non pas la beauté africaine et ivoirienne, mais elle célèbre plutôt la beauté française, des Miss françaises qui se pavanent sur les ruines eh bien, des habitats détruits et qui marchent sur les larmes finalement de populations totalement désemparées. Alors qu'à quelques centaines de kilomètres d'Abidjan même, eh bien, de ce côté-là aussi, il y a des nudistes français qui se pavanent et qui, là aussi, eh bien, se sont accaparés des terres de certains villageois, cela simplement pour s'adonner à leur plaisir, c'est-à-dire le nudisme. Et si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, ce sont ces personnes-là qui estiment que pour être heureuse, il faut marcher absolument en tenue d'Adam et Ève, et cela aussi fait finalement leur bonheur. La France, qui décidément est vent debout depuis ces dernières 72 heures, eh bien, simplement parce que le Tchad et le Sénégal ont annoncé la fin prochaine de la coopération militaire avec la France elle-même. Eh bien là, ce sont à la fois les acteurs politiques français, mais également eh bien, les masses médias français qui sont vent debout, tantôt pour expliquer eh bien, que la responsabilité doit être portée par Emmanuel Macron, tantôt pour expliquer de quelle manière eh bien, la France va résister et même revenir eh bien, dans ces états-là, ce n'est simplement pour expliquer eh bien, que ce vent révolutionnaire qui souffle sur cette Afrique dite francophone ne va pas durer et qu'au final, les Africains auront besoin de la France parce que, disent-ils, et je mets cela entre guillemets, sans la France, l'Afrique ne pourra rien. Et pourtant, c'est faux. Alors pourquoi les Français ont un tel état d'esprit? D'où vient cette mentalité? D'où vient cette culture des élites françaises qui rejaillit finalement sur eh bien, une grande partie de la population française qui souffre de ce complexe de supériorité vis-à-vis du noir de façon générale? Pour le savoir, tendez l'oreille et écoutez ceci. C'est les Haïtiens qui ont tué Haïti en laissant le narcotrafic. Et là, ce qu'ils ont fait, le Premier ministre était super et défendu, ils l'ont viré. C'est terrible, mais terrible. Et moi, je ne peux pas remplacer. Ils sont complètement prêts. Là, franchement, c'est les Haïtiens qui ont tué Haïti en laissant le narcotrafic. Et là, ce qu'ils ont fait, le Premier ministre était super et défendu, ils l'ont viré. C'est terrible, mais terrible. Et moi, je ne peux pas remplacer. Ils sont complètement cons. Ils sont cons. Ils sont très cons. Ce sont les expressions d'Emmanuel Macron, président de la France, qui parle ainsi des dirigeants haïtiens. Eh bien, essayons d'inverser le tableau et tentons, un tant soit peu, d'imaginer que les dirigeants haïtiens traitent les dirigeants français de cons. Il est clair que si cela avait été le cas, eh bien, c'est ce qu'on appelle la communauté internationale qui, de mon point de vue, est plutôt la communauté des intérêts qui aurait été vent debout contre Haïti. Évidemment, cela ne choque pas plus que cela, même si un certain nombre de médias français en ont parlé. Mais bon, c'est tout. C'est vrai que ça n'a pas fait le chou gras des masses médias en France, encore moins en Europe et même au sein du monde occidental. Et pourquoi? Simplement parce qu'il s'agit de noirs. Évidemment, il faut comprendre la psychologie des Français vis-à-vis du noir de façon générale. Et là, ce qui est intéressant dans ces expressions
eh bien, d'Emmanuel Macron qui traite, je le rappelle, les dirigeants haïtiens de cons. Ce qui est intéressant pour me répéter, c'est simplement Emmanuel Macron nous donne l'occasion justement de comprendre en filigrane ce que l'élite française, ou alors une bonne partie de l'élite française, pense justement des Noirs, qu'ils soient haïtiens, qu'ils soient antillais, c'est-à-dire de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Nouvelle-Calédonie, ou même qu'ils soient africains dits francophones des ex-colonies. Si les Haïtiens sont cons, alors que ces mêmes Haïtiens, depuis l'histoire de Toussaint l'ouverture, sont ceux-là même qui, décidément, ont dû payer cher leur indépendance. Il a fallu que les Haïtiens creusent eh bien, dans les fonds des tiroirs pour, tenez-vous bien, payer, comment dire, une dette dite coloniale à la France qui, pourtant, eh bien, les a à la fois esclavagisés et détruits psychologiquement, sociologiquement et même d'un point de vue anthropologique, avec tout ce que cela comporte comme forme d'humiliation. Ce fut le cas aussi, décidément, eh bien, dans cette partie de l'Afrique dite francophone. Mais pourquoi, concrètement, la plupart des dirigeants français, on l'a bien vu hein, depuis Charles de Gaulle, qui est le modèle eh bien, de l'excellence au niveau de la France, alors que pour les Africains, c'est plutôt le bourreau. On l'a vu, d'autant que Charles de Gaulle lui-même est celui qui a imposé ces fameux accords qui constituent, on va dire, finalement, une forme de nombrilisme dans le temps et dans l'espace entre la France et ses anciennes colonies, afin que celles-ci accèdent à des pseudo-indépendances. Et puis par la suite, eh bien, comme les Français savent très bien le faire, ils ont dû trouver la parade pour attribuer à un certain Félix Houphouët-Boigny la paternité du concept de la France-Afrique, alors que lorsqu'on lit les accords coloniaux eh bien, entre la France et ces ex-colonies-là, on se rend bien compte qu'on est là, pile poil, eh bien, dans cette fameuse nébuleuse France africaine. Et là aussi, on peut se permettre de douter de ce que Félix Houphouët-Boigny eh bien, soit le père de la France-Afrique. Mais quoi qu'il en soit, nous avons réalisé pour vous eh bien, une capsule qui comporte un certain nombre de séquences. Cela va vous permettre simplement d'entendre, de voir la gestuelle, les rires et de comprendre pourquoi justement depuis les années 60, années des indépendances pour la plupart des pays du continent africain, notamment les ex-colonies, depuis ce temps-là, pourquoi existe en France ce complexe de supériorité du français lambda jusqu'aux élites françaises vis-à-vis du noir de façon générale et même vis-à-vis des élites africaines dans leur ensemble, d'où vient finalement ce racisme d'une grande partie des Françaises et des Français qui s'enrôlent au sein des partis extrémistes qui ont un langage eh bien, dévalorisant, humiliant, insultant vis-à-vis eh bien, des expatriés noirs en Afrique, d'autant que là aussi, il faut quand même revoir le narratif. Lorsque des Français se rendent en Afrique, on parle d'eux comme étant des expatriés, mais lorsque ce sont eh bien, des Africains qui se rendent en France, on parle d'eux comme étant des migrants, dixit, des envahisseurs, des délinquants, ceux qui seraient à la base de tous les maux qui minent la France. Pourquoi justement un tel état d'esprit qui, à la limite, est une forme eh bien, de racisme assumé? Regardez cette capsule et juste derrière, on en dit un mot. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars
ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises. Comme ça, parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Des fusillades ont eu lieu à proximité de l'hôtel Ivoire, contrôlé par les militaires français. Elles auraient fait 7 morts et plusieurs blessés. Selon le ministère ivoirien des Affaires sociales, 30 de leurs concitoyens auraient été tués depuis samedi au cours de manifestations anti-français. Voilà ce que fait la France en silence. Et TV5 n'a jamais montré cela. Elle vous montre des foules hostiles, avec des bois en main, des machettes, des Français qui pleurent parce qu'on les maltraite. Mais elle ne vous montre pas les Français qui tirent à balles réelles à 5 mètres dans la foule à partir d'hélicoptères. Le gouvernement de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de sa décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française révisé date du 5 septembre 2019, visant à renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense entre les deux nations. Cette décision, prise après une analyse approfondie, marque un tournant historique. En effet, après 66 ans de la proclamation de la République du Tchad, il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière, et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales. Le Tchad, conformément aux dispositions de l'accord, s'engage à respecter les modalités prévues pour sa résiliation, y compris le délai de préavis, et à collaborer avec les autorités françaises afin d'assurer une transition harmonieuse. Le gouvernement tient à souligner que cette décision ne remet en aucun cas en question les relations historiques et les liens d'amitié entre les deux nations. Le Tchad reste déterminé à entretenir des relations constructives avec la France dans d'autres domaines d'intérêt commun, au bénéfice des deux peuples. Le gouvernement de la République du Tchad exprime sa gratitude à la République française pour la coopération menée dans le cadre de cet accord et reste ouvert à un dialogue constructif pour explorer de nouvelles formes de partenariat. Signé le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale porte-parole du gouvernement. Alors, comme il le dit déjà dans l'interview, le président français considère qu'Alpha Condé, a tout fait pour se maintenir au pouvoir, à la fois en organisant un référendum et en changeant la constitution, ce qui n'est pas le cas d'Alassane Ouattara, qui s'est retrouvé, lui, Emmanuel Macron le dit dans l'interview, dans une situation exceptionnelle avec le décès de son dauphin, Amadou Gon Coulibaly, à quelques mois du scrutin. Le président français estime ainsi qu'Alassane Ouattara ne voulait pas se représenter et qu'il y a été contraint. Pourquoi nous en sommes là, en raison du décès du Premier ministre Coulibaly, qui, du fait de ce seul fait très, très proche des élections présidentielles qui vont avoir lieu très, très bientôt, le 31 octobre prochain, le président Ouattara a estimé devoir se représenter, c'est son libre choix. Notre souci, c'est de faire en sorte que le déroulé de ces élections se déroule dans l'impartialité et dans un climat apaisé. En tout cas, c'est le mandat que nous donnons à nos collaborateurs et à nos représentants sur place. Paris n'a pas les mêmes intérêts à Abidjan qu'à Conakry. La Côte d'Ivoire, pour la France, c'est un allié historique, un partenaire extrêmement important, que ce soit en termes économiques, stratégiques et politiques. Sur le plan militaire, le camp de Port-Bouët, qui accueille 1 millier de soldats français, sert de base arrière pour Barkhane. La France a également des intérêts économiques sur place. La communauté française y est très importante. Difficile donc, Rouen, de se fâcher avec la puissance régionale, qui plus est dans un contexte de lutte d'influence entre grandes puissances sur le continent. Du coup, le ton utilisé est forcément beaucoup plus nuancé avec le président ivoirien qu'il ne l'est avec le président d'un pays où la France a des intérêts moins importants. Oui. Ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour... Du coup, il s'en va, reste là. Du coup, il est parti réparer la climatisation. C'est les Haïtiens qui ont tué Haïti en laissant le narcotrafic. Et là, ce qu'ils ont fait, le Premier ministre était super et défendu, ils l'ont viré. C'est terrible, mais terrible. Et moi, je ne peux pas remplacer. Ils sont complètement prêts. Emmanuel Macron au Burkina Faso, s'adressant au président burkinabé de l'époque. Emmanuel Macron, encore une fois, à Kinshasa, en République démocratique du Congo,
parlant justement de compromis à l'africaine, une capsule dans laquelle on retrouve Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre des Affaires étrangères de la France, qui lui-même, avec le même Emmanuel Macron, ont soutenu la violation de la constitution ivoirienne par Alassane Ouattara, en mettant en œuvre et en reprenant à leur compte, et cela aussi à travers justement leurs masses médias qui ont amplifié ce narratif plutôt fallacieux de ce que Alassane Ouattara était plutôt autorisé et n'avait même pas le choix que de se présenter pour un troisième mandat du fait que son ancien Premier ministre soit brutalement décédé. Peut-on imaginer sur l'instant que cela se passe ainsi en France? Est-ce que la Constitution française ne prévoit pas tous les cas de figure? Mais bref, voilà, c'est le même Emmanuel Macron, ce sont les mêmes élites françaises qui, à longueur de journée, donnent des leçons, alors que la Côte d'Ivoire est certainement le pays le plus endetté dans cette Afrique dite francophone, et probablement l'un des pays les plus endettés sur le continent africain, alors que là encore, la France a décidé de mariner la réalité sombre du microcosme sociopolitique ivoirien à la venue de ces Miss françaises devant se trémousser sur les ruines des habitats démolis et détruits d'une population ivoirienne plutôt meurtrie qui justement n'attend que la crédibilité dont on doute finalement d'une élection pour que ces populations puissent s'exprimer et espérer tourner la page de la Ouattari. Bref, pendant ce temps-là, on a bien vu que voilà, c'est cette France qui tantôt donne des leçons ici, distribue les points là, les bons et les mauvais, tantôt ordonne, interpelle, impose des sanctions, donne des directives, et ce comportement des élites françaises, si ce n'est d'une partie des élites françaises, on l'a bien vu, d'autant qu'on se souvient encore une fois de Éric Zemmour qui demandait à une journaliste noire sur un plateau de télévision en France même de changer de nom pour faire plus française. Je l'ai dit d'entrée de jeu, les Françaises et les Français sont de plus en plus nombreux à s'enrôler, entre guillemets, au sein des partis politiques plutôt racistes qui voient le noir comme un envahisseur, comme un délinquant. Pourquoi tout cela? Simplement, chers amis, parce que au final, on a bien compris dans le processus éducatif au niveau de la France même, donc que ce soit au niveau des écoles et des universités, le jeune français n'apprend pas l'histoire, la vraie histoire de la France. Le jeune français qui est tout à fait heureux de bénéficier de l'électricité bon marché, de bénéficier du pétrole et du gaz, de bénéficier du chocolat et du café, bref, de bénéficier de tout ce qui lui permet finalement de vivre, entre guillemets, dans une sorte d'aisance au détriment de ceux qu'il voit à la télé, qui sont amaigris, maigrichons, qui présentent des formes qui sont plutôt zombifiées. Le petit Français ne comprend pas finalement que toute cette richesse, cette opulence vient d'ailleurs, et que justement ces Africaines et ces Africains qu'on insulte, qu'on diabolise à longueur de journée sur les masses médias, en France même, sont ceux-là dont les pays finalement constituent la vache à lait de la France. Parce qu'une histoire qui n'est pas transmise de façon générationnelle est une histoire qui est méconnue. Et comme qui dirait, tant que vous ne savez pas qu'il y a un serpent dans un couloir, vous traversez ce couloir non pas parce que vous êtes courageux, mais simplement parce que vous êtes ignorant.
C'est cela la réalité. Alors, ces Françaises et ces Français qui au quotidien pensent justement que les Noirs sont incapables devraient plutôt se poser de plus en plus les bonnes questions, et ça va aussi pour les Africains eux-mêmes. Dans l'histoire, dites-nous, n'allons pas très loin, prenons simplement les années post-indépendance jusqu'à ce jour. Combien sont les Français et les Français qui disposent d'entreprises dans ces États dits francophones, des Françaises et des Français qui sont finalement partis de rien, qui une fois arrivés sur le continent africain, sont devenus des chefs d'entreprise prospères, des propriétaires terriens qui vivent un tout petit peu comme au sein du jardin d'Éden. Et puis à l'inverse, combien sont les Africaines et les Africains, les Noirs notamment, qui depuis 1960 jusqu'à ce jour sont arrivés en France et ont eu la possibilité, simplement la possibilité de monter une micro-entreprise. Alors je ne parle pas de ceux qui, depuis quelque temps, on le voit bien, ont cette possibilité de monter un petit restaurant là, qui est plutôt communautaire. Non, je ne parle pas de ça, je parle d'une entreprise au sens réel du terme. Eh bien, combien sont ces Africains-là? Le système en lui-même le permet-il? Ou alors, doit-on dire simplement que les Africains sont peut-être un peu moins intelligents que les Africains, que les Français, et que c'est pour cette raison qu'ils ne parviennent pas à déployer leurs énergies et leurs ailes? Non, il ne faut pas le dire. Les Français ne sont pas plus intelligents que les Africains. Simplement, le système en France ne le permet pas. Sur les masses médias français, pour ceux et celles qui les suivent régulièrement, le narratif qui permet de dépeindre le noir en France et ailleurs est un narratif qui finalement vous plombe moralement et psychologiquement, fait de vous un être inférieur, un assisté, un moins que rien. C'est un narratif qui est à la fois dévalorisant, humiliant et insultant. Lorsque du haut de sa tribune, Emmanuel Macron, qui lui-même n'a pas d'enfants, estime qu'il faut un nombre précis d'enfants par Africain pour sauver, dit-il, l'Afrique, je le paraphrase évidemment, parce que poursuit-il, on a beau injecter des milliards et des milliards en Afrique, cela ne pourra pas permettre à l'Afrique de se développer. C'est Emmanuel Macron qui donne des leçons de maternité, de démographie à une Afrique plutôt ancienne. Voilà en fait le type de mentalité auquel nous avons affaire. Alors on a vu finalement ces quelques heures en arrière, voire ces quelques jours, les masses médias vont debout contre les décisions du Tchad et du Sénégal qui décidément prévoit, soyons prudents là encore, prévoit de mettre un terme aux accords de coopération militaire avec la France. On a entendu tout et son contraire, un peu comme si cela était une bénédiction pour les Africains que d'avoir des bases militaires françaises en Afrique, alors qu'on sait bien que c'est une malédiction pour les mêmes Africains que déjà de devoir être soumis, à la perfusion et à la corde de la pendaison du franc CFA dont ils peinent à se débarrasser, parce qu'on a forcément ce narratif-là qui parle, lorsqu'on évoque la France, toutes les fois qu'il y a des bruits entre la France et ses États dits francophones sur le continent africain, ne tarde pas à dire que la prise de position des Africains serait pilotée à distance tantôt par la Russie, tantôt par la Chine, tantôt par la Turquie. Une énième insulte qui vise encore une fois à donner du sens à ce mot, cette insulte d'Emmanuel Macron qui traite les Haïtiens de cons.
eh bien, comme pour dire que sans les autres, les Africains sont incapables de réfléchir par eux-mêmes. Vous l'avez bien compris, il serait temps, eh bien, que au-delà de la rupture des accords de coopération militaire, que les Africains mettent un terme au franc CFA, que toute forme de coopération cesse et que nous repartions sur de nouvelles bases. Et encore une fois, la vraie question, c'est de savoir si, justement, eh bien, ce remodélage de la présence militaire en France, tel que pensé finalement par Jean-Marie Bockel avec le lobby militaro-politique en France même, a été fait en Afrique, et cela en se servant des différents leviers démocratiques et constitutionnels, bien évidemment, donc en interrogeant soit les assemblées nationales pour savoir ce que les députés africains pensent justement eh bien, de ces bases militaires, ou alors à travers des référendums. Ce sont des mécanismes tout à fait démocratiques, mais là encore, on émet un bémol parce que la démocratie en Afrique, elle est vraie et plutôt légitime lorsque elle arrange les intérêts de la communauté des intérêts, mais une démocratie qui serait plus en faveur des populations au détriment de la communauté des intérêts, estampillée communauté internationale, pas la vraie communauté internationale, mais plutôt la communauté des intérêts sous maquillage, eh bien, cette démocratie-là serait systématiquement et automatiquement remise en cause. Nous attendons vos réactions. Nous vous saluons. La révolution continue. Salut!